Bienvenue à tous, vous êtes sur France 24 et nous sommes le lundi 16 février. Hillary Clinton est arrivée à Tokyo, première étape de sa tournée asiatique, qui est également sa première tournée en tant que chef de la diplomatie américaine. Il sera question de la crise économique, mais également de la sécurité dans la région menacée par le programme nucléaire nord-coréen. Dans le journal, nous irons au Venezuela au lendemain de la victoire d'Hugo Chavez. Le président vénézuélien va pouvoir se représenter ad vitam aeternam. Il a remporté son référendum qui modifie la Constitution. On rejoint dans un instant François-Xavier Freland à Caracas, la capitale. Et puis aux Antilles françaises, pas de sortie de crise en vue. Le mouvement contre la vie chère semble au contraire se durcir. En Guadeloupe, 9 barrages érigés sur des routes par les grévistes ont été progressivement levés par la police. En Martinique, une grande manifestation est prévue ce lundi. Hillary Clinton est donc arrivée au Japon, à Tokyo. Première étape de sa tournée asiatique est également, je vous le disais, une première tournée en tant que chef de la diplomatie américaine. Il sera question de la crise économique, mais également de la sécurité dans la région. La Corée du Nord pourrait procéder, nous dit-on, à un tir d'essai de missiles à longue portée. La première tournée d'Hillary Clinton démarre ici, à Tokyo. Elle a prévu d'y passer les 2 prochains jours avant de s'envoler vers l'Indonésie, la Corée du Nord et la Chine. Rien de très nouveau pour Hillary Clinton. En 1996, elle était déjà reçue dans le pays en tant que première dame. Aujourd'hui, elle rencontre le premier ministre japonais en tant que secrétaire d'État américaine. En se rendant en premier au Japon, Hillary Clinton cherche à rassurer le plus vieil allié américain dans la région, en particulier depuis que les relations avec la Chine ont trouvé un nouvel essor. Avec ses interlocuteurs japonais, il devrait surtout être question d'échanges commerciaux. Le Japon, particulièrement touché par la crise économique, s'inquiète d'un possible repli protectionniste des Américains. Au-delà des questions économiques, Hillary Clinton devrait aussi signer un accord qui prévoit le redéploiement de soldats américains aujourd'hui basés à Okinawa vers l'île de Guam. Et le Japon doit y participer financièrement. Un autre point sensible, celui-là, Hillary Clinton doit rencontrer les familles des Japonais kidnappés en Corée du Nord en 2002. 5 d'entre eux ont pu rentrer au Japon, les autres seraient morts, mais Tokyo demande des preuves à la Corée du Nord. On part maintenant au Venezuela. Les Vénézuéliens qui ont renouvelé leur confiance à leur président Hugo Chavez en lui donnant la possibilité de se représenter autant de fois qu'il le voudra. Son référendum sur une modification de la Constitution est passé hier. François-Xavier Freland, bonjour, vous êtes à Caracas, la capitale. Alors François-Xavier, comment les médias commentent-ils ce matin la victoire d'Hugo Chavez ? Écoutez, les titres de la presse varient selon les journaux. Du côté des grands quotidiens chavistes, le plus important d'entre eux, Últimas Noticias, publie une photo d'un Chavez tout sourire en haut du balcon présidentiel hier soir, flanqué d'un « désormais il n'y a plus d'obstacle pour pouvoir se représenter ». Les chaînes de télévision publiques ont repassé en boucle la grande fête d'hier, lorsqu'une foule immense est venue acclamer son leader incontesté. Par cette grande victoire commence la 3e phase de la révolution bolivarienne de 2009 à 2019, c'est écrit Hugo Chavez hier. Voilà quelques mots qui plantent le décor. Non seulement Chavez ne part pas, comme l'ont scandé hier ses troupes durant toute la nuit, mais il est certainement là pour encore longtemps, minimum 10 ans. Du côté des médias d'opposition, c'est un peu la stupeur. Le journal El Nacional titre Chavez, le soldat, est déjà candidat pour 2013. L'autre grand quotidien, El Universal, préfère revenir sur la préoccupation des groupes politiques européens de droite comme de gauche, selon lui, qui s'inquiètent de la situation au Venezuela. Voilà à peu près ce qu'on peut lire ce matin dans la presse vénézuélienne. Alors François-Xavier, ce qu'il faut dire, c'est que c'était un scrutin tout à fait démocratique et qui montre aujourd'hui la faiblesse de l'opposition qui n'a pas de leader charismatique. Oui, comme l'aime à le rappeler souvent Chavez, au Venezuela, c'est le peuple souverain qui décide. 15 consultations démocratiques en 10 ans, 5 référendums en tout, qui dit mieux. Alors en face, bien sûr, l'opposition se rabasourdit par cette victoire chaviste, prévue d'avance selon elle. C'était David contre Goliath, s'est exclamé hier un des représentants de l'opposition, qui faisait là référence à l'immense machine de guerre médiatique mise en place par le camp chaviste pour remporter cette victoire. Des moyens déloyaux selon cette opposition, ou
peu près tous les médias publics avaient été réquisitionnés pour faire passer les messages du président. Malheureusement, durant cette campagne, cette opposition n'a jamais paru trouver le bon tempo face à Chavez. Elle semblait à court d'arguments, comme prise de vitesse par ce référendum organisé en quelques semaines, juste après la bataille des élections régionales et locales de novembre dernier. Elle doit en fait au plus vite se trouver un leader. Beaucoup croient que son avenir est à chercher du côté de la jeune génération montante, issue des mouvements étudiants qui ont été les seuls à faire entendre la voix du non au référendum. Merci François-Xavier Freland, correspondant de France 24 en direct de Caracas, la capitale du Venezuela. Au Proche-Orient, difficile tractation pour une trêve à Gaza. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert exige maintenant la libération du soldat franco-israélien Gilad Shalit, enlevé par des groupes palestiniens à la lisière de la bande de Gaza. C'était en 2006. Une libération qui est devenue aujourd'hui une priorité pour Israël. On écoute Ehud Olmert. C'est la priorité d'Israël. Premièrement, Gilad Shalit. Deuxièmement, la fin du passage des armes entre la frontière égyptienne et la bande de Gaza. Troisièmement, un cessez-le-feu total et l'arrêt de toutes les activités hostiles du Hamas depuis Gaza. Et puis j'ajoute que l'aviation israélienne a bombardé ce lundi des tunnels de contrebande à la frontière entre la bande de Gaza et l'Égypte, une opération qui intervient après des tirs de roquettes palestiniennes sur le sud du territoire israélien, des tirs qui n'ont pas fait de victimes. En Irak, des millions de chiites sont toujours réunis à Karbala pour un pèlerinage qui commémore le martyre de l'imam Hussein, le petit-fils du prophète Mahomet. 30 000 policiers et militaires ont été déployés pour l'occasion et selon les autorités, eh bien jamais la ville de Karbala n'avait connu une telle affluence. 10 millions de personnes auraient fait le déplacement. Pas de sortie de crise en vue aux Antilles françaises. La Guadeloupe et la Martinique sont toujours paralysées par une grève générale contre la vie chère. Le mouvement pourrait se durcir. Une manifestation est prévue ce lundi en Martinique. En Guadeloupe, 9 barrages ont été érigés par les grévistes sur plusieurs axes routiers stratégiques. La police les a levés progressivement, mais selon des témoignages, eh bien, les militants remontaient des petits barrages un peu plus loin dans une sorte de jeu de chat et de l'esprit avec les forces de l'ordre. En France, toujours la suite ce lundi du procès d'Yvan Colonna, condamné en première instance pour le meurtre du préfet Érignac assassiné en 98. La défense va demander un supplément d'information, ce qui devrait entraîner un renvoi du procès. Cette demande des avocats du nationaliste corse intervient après le témoignage surprise d'un proche du préfet Érignac qui a affirmé que des suspects seraient toujours en fuite. Et on reste en France avec ces insultes racistes. Hier, au cours d'un match de foot, Lyon-Le Havre, c'est le Ghanéen John Mensah, capitaine de l'équipe nationale du Ghana lors de la dernière CAN, qui en a été victime. John Mensah qui a été ensuite exclu de la seconde période après avoir commis 2 tacles irréguliers. John Mensah expulsé après un deuxième carton jaune, une image qui éclipse le résultat du match d'hier et pour cause. Durant toute la première période, un ou plusieurs supporters havrais, situés à l'extrémité de la tribune Jean Bouin, auraient multiplié les propos et comportements racistes. John Mensah, le défenseur lyonnais, en aurait été très affecté, lui qui techniquement était le plus près de cette tribune presque vide, ici à l'image. Regardez, on revoit sa première fois. On n'a pas très bien compris à la mi-temps, il était triste, il était déçu. On a essayé de l'encourager. C'est dommage qu'il passe des choses comme ça. La police a intercepté un supporter du Havre qui, depuis le début, effectivement, s'était signalé par des cris de singe. À la mi-temps, le joueur a refusé de revenir sur le terrain. Il a fallu l'insistance du président et du coach pour le convaincre de repartir. On suivit les 2 cartons jaunes à la 51e et 71e minute pour 2 fautes indiscutables. Mais pour l'entraîneur lyonnais, le lien avec le comportement du ou des supporters havrais est évident. Sans même discuter les vestiaires, exclusion. C'est un petit peu ma faute aussi. Je pensais que ça pouvait être intéressant également qu'il puisse passer un petit peu au-dessus de ça. Et j'aurais sûrement dû le faire sortir. Ce matin, le supporter de 21 ans, interpellé, est toujours en garde à vue. L'enquête est en cours. Elle va nécessiter l'audition des joueurs et des stadiers postés devant la tribune. L'OL a porté plainte contre X. Voilà pour l'essentiel de l'information pour ce lundi. Toute l'information, c'est également, si vous voulez en savoir un peu plus, sur notre site internet www.france24.com en français, en anglais, en arabe. Je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour une nouvelle édition. Merci, à tout à l'heure.